Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénaphrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Cécile DIY. Et donc je reçois Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Mireille. Super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui, Cécile. Tu as 28 ans, tu es la fondatrice de Cécile DIY. Tu as un parcours remarquable, plutôt touche à tout, puisque tu as un bac ES, qui est économique et social. Tu possèdes une licence LEA, langue étrangère appliquée. Tu as fait également une école de commerce. Tu as étudié la musique, donc le violon, le piano, le chant au conservatoire aussi. Et en plus de ça, tu es sportive, tu as fait plus de 10 ans de judo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Du coup Mireille, oui, ça a été très bien résumé tout ce que tu as dit au niveau de ma formation. Si je devais ajouter quelque chose, je dirais que je suis aussi une férie de littérature classique et notamment Émile Zola, qui est mon auteur préféré. Je détiens quasiment toute la collection des Rougon-Macquart et c'est quelque chose que j'adore faire durant mon temps libre. Merci Cécile, c'est super intéressant. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur toi, quels ont été les moments clés de ton parcours personnel qui t'ont conduit à la couture et à la création de patrons ? Alors au niveau des moments clés en couture, en vrai, il n'y en a pas vraiment eu puisque je suis tombée dedans vraiment par hasard. J'étais sur YouTube en train de regarder des vidéos et je suis tombée sur une vidéo de Manon, je ne sais pas si tu te souviens de cette, youtubeuse qui était l'une des premières. Oui, je me souviens bien. Je me souviens plus du tout du nom de sa chaîne, BM ou GN ou quelque chose comme ça, Ménieux. MNGN peut-être ? Manon MNGN. Ouais, c'est ça. Manon MNGN. Et du jour au lendemain, en instantané, ça a été vraiment, une envie de ma part de me mettre à la couture et je me souviens, c'était vraiment la période de Noël et donc aussitôt que j'ai vu la vidéo, je me suis dit qu'il me fallait une machine à coudre. J'y connaissais absolument rien donc sur ma lancée, j'ai acheté une machine à coudre sur Amazon à l'époque et c'est comme ça que j'ai débuté. Je crois que de plus en plus de personnes sont un peu comme toi, ont commencé à coudre en regardant des vidéos. En tout cas, ça a été mon cas. Comment tu pourrais décrire ton activité de Cécile DIY ? Mon activité, elle va vraiment être large dans le sens où tout tourne autour d'un point qui est mon leitmotiv, c'est rendre la couture accessible. Il va y avoir de la création de contenu, la création de tutoriels vidéo aussi. D'ailleurs, récemment, j'ai fait uniquement des vidéos pour illustrer les patrons que j'ai sortis. J'en ai un peu parlé, mais du coup, je suis créatrice de patrons de couture aussi, de box lingerie. En termes de patrons de couture, au début, j'ai commencé lingerie et bain. Et plus récemment, je me suis lancée dans la création de patrons pour femmes et hommes. Et je donne également des ateliers de couture sur Paris dans le 11e arrondissement, aux ateliers By the Way. Wow, avec tout ce que tu nous dis, j'ai l'impression que tu aimes te lancer des défis. De façon surprenante, oui, j'aime bien me lancer des défis. C'est vraiment pas quelque chose qui était en moi avant, parce que je suis plutôt quelqu'un de sécurité, ne pas faire de vagues, ne pas essayer de pas sortir du cadre. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure des années qu'en me laissant être qui je suis, j'ai besoin de ce challenge. J'ai besoin d'aller toujours plus loin. Il y a des choses que je pourrais faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus brièvement et plus efficacement, mais que je ne m'autorise pas à faire parce qu'aller au plus simple, pour moi, c'est pas forcément aller au plus beau résultat. Et je vise toujours le résultat. Par exemple, l'année dernière, je me suis lancé le défi de coudre ma robe de mariée. Et je pense que d'un point de vue couture, c'était techniquement la chose la plus difficile que j'ai pu faire. Le défi le plus fou que je me suis lancé, le patron le plus fou que j'ai patronné. Et jusqu'au dernier moment, à une semaine du mariage, je ne savais pas du tout si le résultat serait satisfaisant, si ce serait portable. J'avais pas de solution de repli en soi. Et en même temps, j'adorais cette incertitude. C'est ce qui me faisait vibrer dans ce projet. Et intuitivement, je me disais que ça allait le faire. Moi qui suis pessimiste de nature. Et donc, ça finit par rentrer un petit peu dans mon ADN de me lancer des défis. J'essaie vraiment à chaque fois d'aller plus loin. C'est vraiment important pour moi de ne pas me cantonner à une recette qui fonctionne, mais d'aller plus loin, plus haut, de m'inspirer, de benchmarker en permanence. Justement, en parlant d'aller plus loin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création de patrons de couture ? C'est une excellente question, Mireille. Je pense que c'est le fait déjà que j'ai jamais aimé de base utiliser des patrons de couture du commerce
quels qu'ils soient, non pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien pour moi, pas du tout, tout simplement parce que j'avais beaucoup de mal à les déchiffrer, à les comprendre et parce qu'ils n'étaient pas accompagnés de vidéos, pas à pas, du moins quand j'ai commencé la couture et donc je me suis jamais fiée à un patron quand je cousais. J'ai toujours essayé de faire par moi-même, de regarder par rapport à des vêtements. En fait, ça a toujours été dans mon ADN d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent, pas seulement d'obtenir le résultat initial, mais aussi de comprendre les rouages derrière et donc voilà, je me suis beaucoup intéressée aux vêtements très, très rapidement, surtout à la lingerie. Parmi les premières choses que j'ai faites, il y a eu un boxer, il y a eu une culotte ratée d'ailleurs, une culotte très jolie au niveau des finitions, mais faite dans une viscose, donc totalement inadaptée, puisqu'elle n'était pas extensible, par conséquent. Mais voilà, j'ai toujours eu cet aspect un peu expérimental et je n'ai jamais utilisé de patron, donc quand on n'utilise pas de patron, on est obligé de les créer. Après, qu'est-ce qui m'a poussée à les commercialiser? Ça a été vraiment un tournant de ma vie. À la base, c'était pas du tout prévu. Je pensais travailler, comme je t'avais dit, dans quelque chose d'un peu plus sécurité, dans une entreprise, a priori dans la mode puisque j'ai bossé dans la mode, en tant que stagiaire, sauf que ça m'a pas plu. Je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas et donc il a fallu que je réfléchisse sérieusement à professionnaliser mon loisir qui était, Cécile DIY avec la création de contenus vidéo sur YouTube et je me suis dit: «Pourquoi pas créer des patrons de couture?» C'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose sur lequel je vais devoir progresser puisqu'il y a une grosse différence entre patronner pour soi-même et patronner pour usage commercial. Donc je me suis vraiment formée, en autodidacte certes, mais formée, autour du modélisme pour être capable de proposer, ça. Tu dis que tu as travaillé dans le secteur de la mode? Oui, j'ai travaillé dans le secteur de la mode, haut de gamme et luxe. C'était une super école pour apprendre. Je regrette pas du tout d'avoir, passé ces expériences, même si c'était difficile pour certaines. Mais d'un point de vue sens, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sens dans sa vie et il y avait trop de paradoxes justement dans ces expériences. Néanmoins, je dirais que j'ai appris beaucoup de choses, notamment à être, méthodique. Je pense que d'ailleurs ça se ressent dans mon activité Cécile DIY, la façon dont je procède, je suis toujours méthodique, que ce soit avec les personnes avec qui je bosse ou même, vis-à-vis de ce que je propose et je peux pas non plus blâmer tout dans ces expériences dans la mesure où c'était dans le domaine du e-commerce et que d'un point de vue site, ça m'a énormément aidée, pour, pour mon propre site. C'est bien de se confronter à la réalité du marché, mais ça ne me correspondait pas et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir bifurqué. On dit d'ailleurs que c'est difficile d'entrer dans le secteur de la mode, encore plus quand c'est, de la haute couture. Moi, je trouve surtout que c'est difficile d'en sortir parce qu'on peut bénéficier de certaines offres au niveau des produits qui font qu'après, on reste accroché plus à la marque qu'à la boîte et c'est difficile de partir parce qu'on sait qu'on n'aura plus les produits en partant. Donc, ouais, pour moi, ça a été aussi difficile de rentrer que de sortir surtout. Donc effectivement, ça t'a vraiment servi de faire ces stages, malgré le fait que tu ne te sentais pas en phase avec, l'esprit ou la vision de la mode et du luxe. Oui, totalement, ça m'a beaucoup servi. Je pense que sur le coup, j'étais un peu refroidie, mais avec les années qui passent, on prend de la maturité et on se rend compte que dans chaque expérience, on va apprendre quelque chose de nouveau. Ça m'a permis d'évoluer sur tout ce dont je te parle aujourd'hui et sur lequel j'avais aucun recul à l'époque. À l'époque, je me suis dit: «Non, ça va rien m'apporter, ciao, bye bye, quoi». Bon, on va passer à autre chose. Tout à l'heure, tu nous as indiqué que tu as préféré d'emblée ne pas utiliser, les patrons du commerce. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite, commencer à coudre ses propres vêtements? C'est très compliqué, cette question parce que je trouve que chacun a un apprentissage qui lui est propre, mais je vais quand même essayer de faire quelques conseils généralistes pour quelqu'un qui veut se lancer dans la couture. Je dirais d'abord d'éplucher toutes les vidéos YouTube parce que c'est du contenu qui est gratuit. Parfois, il y a des tutos qui sont plus qualitatifs que d'autres. Comme moi, j'ai débuté en 2015, il y avait pas énormément de contenu, c'était beaucoup de contenu international. Je sais pas si tu as ressenti la même chose, Mireille, quand tu es, arrivée sur YouTube? Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de tutoriels, même sur un même sujet, tu vas trouver, mais 40 vidéos et ça, c'est génial. Tu vas pouvoir comparer les techniques. La façon de coudre à l'étranger est pas du tout la même que la couture en France. Donc ça permet aussi de s'ouvrir. Par exemple, l'usage du cutter rotatif, et du tapis de découpe, c'est quelque chose de très US. Pour les personnes qui aiment bien lire ou avoir du contenu, un peu PDF, il y a aussi tous les blogs qui existent de couture. Il y en a qui tiennent des blogs, hyper qualitatifs aussi. Donc aujourd'hui, dans les ressources gratuites, il y a vraiment
énormément de choses. Donc, il y a tout pour savoir si la couture va nous plaire avant de faire le gros investissement. On peut aussi commencer à coudre à la main. On peut apprendre un tas de choses, sans investir quoi que ce soit, ce qui n'était pas forcément le cas avant, où en général, on commençait par acheter une machine à coudre et après on prenait des cours, voilà. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est d'utiliser des magazines parce que, bah, ça coûte, un peu moins cher que, un patron à l'unité. Maintenant, pas n'importe quel magazine parce que tous, ne se valent pas. Dans les magazines qui sont bien expliqués, je dirais qu'il y a La Maison Victor qui malheureusement a fermé, récemment et Fibre Mode. Je trouve qu'au niveau des explications et de la clarté des patrons et surtout, heu, du dessin sur les planches, il y a pas 400 000 tracés qui se superposent. C'est vraiment assez clair, les instructions sont assez claires aussi. Voilà, c'est des valeurs sûres, mais on peut aussi acheter des patrons PDF à imprimer. C'est aussi, souvent le compromis pour ne pas payer, 20 € le patron et d'avoir quelque chose, sous la main, un bon support. Ah oui et surtout aussi, privilégier la qualité sur la quantité. Souvent, au début, on a tendance à acheter énormément de tissus, énormément de mercerie. Moi, la première, j'ai acheté des bobines de fil à 1 € les 10 bobines, j'étais super contente et en fait, c'était la pire idée du siècle. Parce que ça boulochait dans ma machine, ça m'a fait la misère et qu'au contraire, il aurait mieux valu que j'achète une seule bobine à 3,40 € que les 10 bobines qui boulochaient. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil important, je crois, pour quand on débute en couture. On veut pas trop investir et on veut acheter au maximum, mais en réalité, il vaut mieux acheter en qualité. Ce sont des conseils que j'aurais vraiment, aimé, entendre, quand j'ai commencé il y a 7 ans. Bon alors on va passer, à autre chose. Quelque chose que tu n'as pas appris en ligne, la musique, qui a une grande place dans ta vie. Comment, la musique t'inspire dans tes créations? Elle m'inspire au niveau du détail. Je pense qu'en dans la création, ce qui fait qu'une création va être très intéressante, quelle qu'elle soit, hein, même dans la haute couture, parfois il y a des choix très surprenants. Je pense qu'il faut aller au-delà de ce qu'on voit au prime abord, il faut aller dans les détails et je pense qu'avec la musique, j'ai appris justement à détailler ce que j'apprenais et aller voir toujours un petit peu plus loin et en ça, je trouve qu'elle est inspirante. Aussi au niveau de mes vidéos, je mets de la musique, forcément pour accompagner et animer le contenu et je trouve ça fabuleux qu'une musique peut avoir sur l'émotion du spectateur et c'est quelque chose sur lequel je bosse énormément. J'essaie toujours de faire en sorte que l'action tourne en même temps que le beat de la musique et en ça, je dirais que du coup, bah, la musique m'aide dans la création de contenu. Quels sont les défis auxquels tu fais face en tant que créatrice de patron de couture? C'est principalement le nombre de bras que j'ai. Je suis seule à tout faire et pendant longtemps, ça m'allait très bien parce que je suis très indépendante comme personne. J'aime bien faire les choses seule, mais seule on avance, je sais plus l'adage, on avance vite, à 2 on avance loin. C'est quelque chose comme ça et c'est exactement ce à quoi je fais face actuellement. Je suis en train de réfléchir forcément à ma vie future, aussi peut-être de future maman un jour et donc il va falloir que je fasse des choix. Mon bébé jusqu'à maintenant, c'était Cécile DIY, mais c'est un bébé fictif. Je dirais qu'au début, j'incarnais Cécile DIY, aujourd'hui, je suis plus principale travailleuse de Cécile DIY, mais avec beaucoup plus de recul. Avant, je j'assimilais, les résultats de mon entreprise à la personne que j'étais, donc ça pouvait me miner le moral, là où aujourd'hui, plus du tout et donc oui, j'aimerais bien un jour avoir un associé pour faire face à ce problème, ce gros problème. Bon, c'est dans l'adversité qu'on apprend, c'est sûr, mais est-ce que tu es à la recherche, de quelqu'un pour t'aider? Et bah, franchement, oui. C'est pas facile, ça se trouve pas en 2 claquements de doigts, un associé. J'aurais aimé de préférence que ce soit quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. Donc oui, je cherche un associé, mais je pense que ça va être long, très long et en attendant, je travaille avec, des prestataires. Je commence à déléguer, à investir un peu d'argent. Moi qui suis si prudente, je me dis: «Cécile, à un moment donné, tu vas pas te faire, un burn-out, à travailler d'arrache-pied». Parfois, il vaut mieux payer quelqu'un qui va certainement faire en plus la chose beaucoup plus rapidement que toi. C'est bien de reconnaître à un moment donné ses faiblesses et le fait que certains sont meilleurs dans certains domaines et que c'est justement ça qu'il faut déléguer. Donc j'essaie vraiment de me préserver là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un, fait du montage dans ton audience, ce sera avec plaisir qu'il pourra me contacter. Bien voilà, tu as fait ta petite annonce. J'espère que, bah, quelqu'un va te contacter ou plusieurs personnes vont te contacter, comme ça tu auras le choix. Bon Cécile, on va passer au quiz. On fait une toute petite pause dans l'interview. Alors Cécile, est-ce que tu es prête? Oui, Mireille, très prête. Cite-moi
un type d'assemblage, donc une couture, qui s'effectue envers contre envers. Bah, je dirais la couture anglaise, mais oui et non puisque c'est envers contre envers, puis endroit contre endroit, donc je sais pas si ça vaut pour une bonne réponse. Si, je la valide. Donc oui, il y a la couture anglaise, effectivement, comme tu l'as dit, on coud envers contre envers, puis endroit contre endroit. Mais il y a aussi les plis plats, tu sais, ceux qu'on fait dans le dos d'une chemise, par exemple. Exact, ouais. Mais c'est vrai que la couture anglaise, c'est une couture qui mérite d'être connue. Alors bien sûr, elle est extrêmement connue, mais en tout cas pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est un super outil, puisque notamment en lingerie, ça permet d'avoir des résultats super propres quand t'as pas de surjeteuse. Ça te permet de faire 2 coutures qui sont nickel aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Deuxième question. Que signifie le terme glacé en couture? Alors, là, je te donnerai 4 propositions. Maintenir plusieurs épaisseurs de tissu sans qu'une couture soit apparente sur l'endroit de l'ouvrage. Mettre sa machine au congélateur. Coudre avec un point invisible. Ou utiliser une aiguille double. Bah, écoute Mireille, j'adore comment tu définis parce que du coup, tu as donné la vraie définition exacte avec beaucoup de détails. C'est la première réponse, bien sûr. C'est le fait de maintenir des épaisseurs ensemble. On pourrait en général les épingler, mais les glacer permet que ça ne bouge définitivement plus. Et c'est notamment quelque chose que je propose dans mon tuto pour réaliser le short de bain à un moment donné pour que la poche ne bouge pas. Donc, ouais, super terme, très intéressant. En plus, on me pose souvent la question que signifie glacer? Eh bien oui, Cécile, c'est une très bonne réponse. Ah, j'ai pensé à ta passion pour la cuisine avec ma troisième question. Quelle technique, au nom d'un plat mexicain bien connu, permet de cacher les coutures lors du montage d'un vêtement? Là encore, il y a 4 propositions. Le taco, le burrito, la quesadilla ou l'enchilada. Hyper drôle cette question. J'aurais tendance à dire le burrito. Oui, évidemment. Tu arriveras à nous expliquer ce que c'est? L'appellation un peu plus traditionnelle, ça serait la couture en fourreau pour cacher une couture. Mais effectivement, burrito, c'est beaucoup mieux illustré, notamment pour créer, par exemple, des fonds de culottes sur une culotte. On va réaliser plein de petits burritos, c'est super, super intéressant. Encore une bonne réponse, Cécile. Alors, on va finir sur un tout petit challenge. Est-ce que tu peux nous dire en anglais, en allemand et en espagnol, j'aime la couture? Ouh! En allemand, je sais pas. En français, j'aime la couture. En anglais, I like sewing ou I love sewing. En espagnol, me gusta la costura et en allemand, ich liebe die et la couture, je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de regarder Mireille? Tu as le droit de regarder. Après, moi, j'ai fait une recherche parce que je ne connais pas du tout l'allemand. L'espagnol, c'est bon, l'anglais, c'est bon, mais l'allemand, pas du tout. Ça m'intrigue. Couture en allemand. Ça se trouve, j'ai su le dire. Moi, j'ai trouvé Ich mag nähen. Ah, je sais pas comment ça se dit. Comment tu le dis alors? Du coup, je dirais ich liebe nähen. Ça sonne bien, hein. Ah, moi, je préfère en espagnol, hein. Ça se défend, vous nous direz. Voilà. N'hésitez pas à nous dire sous le podcast quelle version vous préférez de J'aime la couture en anglais, en allemand ou en espagnol. I love sewing, me gusta la costura, ich liebe nähen. Bah, maintenant, on retourne dans l'interview et merci d'avoir répondu à ces questions. Comment est-ce que tu gères les moments de doute ou de blocage créatif dans ton processus de création? Encore une excellente question, Mireille. Tes questions sont toujours hyper pertinentes et c'est assez intéressant parce que ça va en profondeur, je tenais à le souligner. Merci Cécile. J'ai traversé une énorme période de doute en 2021. C'était vraiment une année pourrie, mais vraiment pourrie. Je ne veux pas le cacher, en général, on cache, quand ça va pas, on préfère ne pas en parler. C'est très tabou, hein, faut montrer, que ça va, c'est le paraître sur les réseaux sociaux. Après l'euphorie d'avoir créé l'entreprise et après avoir subi le covid, c'est vrai que 2021, le retour, mais sans le retour, c'est-à-dire qu'on te conseille quand même de rester chez toi. Tout ça, ça a été vraiment compliqué. 2021, ça a été vraiment, la descente. Beaucoup de doutes, d'incertitudes, ne pas savoir, de quoi sera fait le lendemain. Je ne pouvais pas faire mes ateliers de couture à cause du covid et j'avais un coworking que j'avais loué spécialement pour pouvoir donner des ateliers de couture, bah, l'après-midi. Au niveau des aides, pour les entrepreneurs qui viennent de se lancer, j'aime autant me dire qu'il y a pas grand-chose et c'est normal puisque c'est à hauteur de contribution, les aides qu'on reçoit. Donc oui, grosse période de doute. J'ai jamais douté du fait que j'allais continuer, ça par contre,
Vraiment, ça a jamais été un doute, mais j'ai douté de mes capacités surtout. Je me sentais pas forcément légitime en plus. À l'époque, j'avais pas fait ma robe de mariée. J'avais beaucoup d'obstacles, c'était très dur pour moi de shooter parce que j'étais dans des endroits assez sombres. Tout était compliqué en fait. J'ai dû apprendre dans les complications et en même temps, je pense que pareil, c'était une période qui m'était bénéfique. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir, de très bien m'entourer aussi et de commencer à communiquer là-dessus, là où avant j'aurais eu tendance à me refermer comme une huître et à n'en parler à personne. Là, j'en ai vraiment parlé et ça m'a beaucoup aidée de recevoir, tout le soutien autour. Donc voilà, c'est la manière dont j'ai géré le doute, en me rendant compte que j'étais super bien entourée, que beaucoup de gens étaient là pour, entendre mes signaux. Ça m'a aussi permis de faire le tri dans certaines de mes amies qui, n'ont pas forcément été présentes pour moi à ce moment-là et j'ai également été aidée par une thérapeute que j'adore et qui a cet aspect très rassurant et qui est toujours en train de me mettre en valeur et du coup, ça m'a énormément aidée qu'une personne extérieure m'encourage aussi, énormément comme ça et ensuite et bah, j'ai une super jolie année 2022. Ça a été, une magnifique année. L'année dernière, c'était génial, j'ai rencontré plein de personnes en couture. J'ai fait vraiment des rencontres grâce à Chloé de La Bobinière qui parlait avec des gens sur Instagram. J'ai rencontré des gens physiques sur Paris et ça m'a fait énormément de bien et aujourd'hui, il y en a qui sont carrément mes amis, quoi. Comme quoi parler ouvertement de ses, difficultés, ça peut être une façon de débloquer des situations, en tout cas de se sentir moins seul dans la difficulté et peut-être, d'arriver à trouver des solutions puisque seul parfois on a l'impression que tout est insurmontable, mais, parfois en parlant de nos difficultés avec, d'autres personnes qui sont pas forcément du milieu, ça met peut-être en lumière des solutions. Le fait de communiquer ce qu'on ressent, c'est pas passer pour quelqu'un de faible, au contraire, je pense. Tu vois, par exemple, j'ai eu un gros doute récemment, mais c'était pas concernant la couture ni Cécile DIY, c'était par rapport au chant. Je suis tombée vraiment malade et il faut savoir que souvent on prépare un programme sur toute, une année ou au moins 6 mois et vraiment j'avais pas de force. Ma répétition générale, c'était vraiment l'horreur et la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé aux autres élèves. J'ai dit: mais les gars, je vais jamais avoir mon examen, c'est l'horreur». J'ai chanté tellement mal et ils m'ont énormément rassurée, ils m'ont donné vachement de conseils médicinaux aussi, ils m'ont donné vachement de conseils, mentaux, ce qui m'a permis vraiment de me conditionner et j'en ai aussi parlé sur Instagram parce que je me suis dit, moi qui n'aime pas partager ce genre de trucs, je me suis dit: «Allez, partage-le, au moins tu es au pied du mur. Si jamais tu le partages sur Instagram, tu vas être obligé de te donner à fond pendant l'examen» et je pense que ça a contribué, tout le soutien que j'ai reçu sur Instagram, au fait que je réussisse cet examen et avec l'aide, des élèves. Donc ouais, communiquer quand on a des doutes, je crois que c'est la chose la plus importante. Ah oui, je me souviens de tes stories, à ce sujet. C'est une bonne technique d'en parler parce que quelque part après on est obligé de s'y tenir. Le fait d'annoncer les choses sur les réseaux sociaux, parfois, ça m'aide à tenir le timing parce que je vais recevoir des messages et cetera. Mais ouais, non, dans mes grosses difficultés que j'ai dans Cécile DIY, tu me demandais tout à l'heure, il y a quand même le temps, la gestion du temps et j'ai l'impression que pour certains, c'est inné d'avoir un calendrier éditorial, tout ça. Moi, c'est le bazar, quoi. Donc j'ai accepté le fait que j'avais une gestion du temps absolument nulle et pourrie et que j'avais besoin d'être sous pression pour travailler correctement. Ça, c'est horrible, d'en être à ce stade, mais j'ai besoin d'avoir cette pression. Le plus important, c'est de ne pas culpabiliser de ce qu'on n'a pas fait ou qu'on aurait pu faire parce que sinon tu te mines. Mais le plus important, c'est de voir si par rapport à la veille, tu as progressé ou par rapport au mois dernier, si tu as progressé. Tout à l'heure, Cécile, on a parlé de couture anglaise dans le quiz, de la méthode en fourreau. Quelles sont tes techniques, préférées en matière de couture et pourquoi? Mireille, tu poses que des questions que j'aime. Quelle technique de couture je préfère? La couture anglaise, c'est quand même une couture que j'adore parce que je trouve qu'elle peut être réalisée vraiment facilement. Il y a pas besoin d'avoir des machines, du futur pour pouvoir réaliser une couture anglaise. C'est aussi une couture qu'on pourrait réaliser à la main et c'est une couture qui a été énormément utilisée, bah, les siècles précédents quand tout le monde n'avait pas accès aux machines à coudre et j'aime bien cette idée de technique accessible. Maintenant, il y a plein d'autres techniques que j'adore en couture. Moi, il y a quelque chose que j'adore, c'est les ourlets. Ça peut paraître un peu bizarre. Depuis qu'on m'a donné une méthode que je trouve géniale pour faire des ourlets, j'adore les préformer au fer à repasser et je pense que si j'aime autant faire des ourlets, c'est parce que j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai débuté en couture à faire des ourlets en courbe et ça fait partie vraiment des choses, que j'adore. D'ailleurs dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'adorais faire les ourlets. Sinon au niveau des autres techniques de couture que j'adore poser de la laminette. Ça peut paraître un peu bizarre. La laminette, c'est une espèce de petites bornes en caoutchouc ou en plastique transparent qu'on met dans les maillots de bain pour leur donner un peu de tenue et je trouve que c'est super agréable de la faire passer sous le pied presseur
et ensuite de faire la petite surpiqûre. Ça, c'est un grand kiff. En gros, tout ce qui a trait aux techniques de couture dans le détail, c'est quelque chose que j'aime. Après, je peux aussi te dire les techniques de couture que je déteste. Oui, c'est une bonne idée, tu sais, j'avais pas pensé à la mettre, mais oui, tu peux t'exprimer aussi sur, les techniques que tu aimes, le moins, on va dire. Je n'aime pas poser du biais. C'est vraiment quelque chose, mais quel qu'il soit en fait. Après, il y a des biais que je déteste plus que d'autres, mais le biais élastique, le biais, en coin, le biais, tout ce qui a trait au biais, c'est quelque chose que j'aime pas et j'aime pas faire le biais non plus. Donc voilà, c'est tout biais dans ce que j'aime pas. Alors moi, depuis que j'ai découvert l'appareil à biais, déjà ça va mieux. Parce qu'avant, je détestais vraiment faire mes biais moi-même, mais avec l'appareil à biais, déjà, c'est plus plaisant, je trouve. Je peux comprendre, j'ai aussi découvert cet usage magnifique de l'appareil à biais. En fait, j'aime pas ce flip où tu te dis: «Ça se trouve, ça va pas piquer en dessous. Ça se trouve, tout est ouvert en dessous». C'est une technique non, que j'aime pas. J'aime pas non plus spécialement poser des zips. Ça m'est pas insurmontable, mais c'est pas quelque chose dans lequel je prends plaisir. J'ai toujours peur d'abîmer ma machine à coudre avec, ces machins en ferraille, partout. Sinon, pour le reste, j'aime à peu près tout en couture. Tout à l'heure, tu parlais d'une super technique pour l'ourlet, est-ce que tu peux la partager? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs super techniques. La première que j'ai découverte pour les courbes, pour gérer les courbes, c'était de piquer à 0,8 centimètres, par exemple, du bord, en suivant, par exemple, la courbe de ce qu'on est en train de coudre, une jupe, une robe, un top, et ensuite de plier au fer à repasser un premier pli en suivant vraiment, le guide du fil que l'on a, piqué juste précédemment, et ensuite de replier une deuxième fois. Je trouve que ça aide énormément à préformer les ourlets. Aussi, dans les angles, j'ai appris que il fallait tirer parfois un tout petit peu la matière pour l'aider à prendre la forme de la courbe, et je sais qu'il y a d'autres techniques qui sont super pratiques. Il y a les ourlets mouchoirs, le fait de faire un premier pli, de le coudre, de couper à ras et de refaire un deuxième pli, ça permet quand on a une énorme courbe, de gérer justement cette courbe qui a tendance à ne pas vouloir, faire venir le tissu comme on voudrait qu'il vienne et où ça a tendance parfois à faire des petits plis, et des choses désagréables. Donc voilà, il y a cette deuxième technique aussi que je trouve, géniale. Notamment pour réaliser des volants, par exemple. Quand on veut pas s'embêter à les doubler, on va pouvoir réaliser des petits ourlets mouchoirs sur des volants qui tournicotent comme un tire-bouchon. Et la troisième méthode que j'ai jamais expérimentée, mais que j'aimerais énormément regarder, j'ai vu qu'il existait des bandes. Ça se présente un peu comme un rouleau de scotch et c'est plutôt un thermocollant extrêmement fin qui va servir à rigidifier un petit peu, la partie en question. Ça peut être utilisé dans les coutures d'assemblage pour des matières qui sont très fragiles, pour, empêcher que la couture ne se défasse, comme ça a pu m'arriver parfois sur des crêpes, par exemple. Et dans le cas d'un ourlet, je pense que ça peut être utilisé en bas pour, que l'ourlet ait de la tenue et pour faciliter justement la réalisation de cet ourlet. Ça ressemble à quoi? C'est comme du droit fil, cette bande? Je sais pas du tout. J'avais vu ça dans une vidéo, un peu étrangère ou un réel, je sais plus, ou un reels en fonction des gens, je sais pas. Réel ou reels. J'avais vu ça et je m'étais dit: «Il faut absolument que j'essaye, cette bande», mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça le souci. Je sais juste que c'est efficace. Bien, il nous reste plus qu'à rechercher, exactement quel est ce ruban, qu'on peut mettre, au bas de nos ourlets pour qu'ils, aient une meilleure tenue. J'ai vu notamment dans tes stories que tu aimais beaucoup voyager et qu'il t'arrivait parfois de ramener, un petit souvenir, dans tes valises en passant, par des, boutiques de tissus. Donc ça m'a donné envie de te poser cette question. Comment tu choisis tes tissus pour tes créations? Et est-ce que tu as des préférences ou des critères spécifiques? Au niveau des tissus que j'aime, ça a toujours été j'ai toujours aimé les matières fluides. J'aime beaucoup travailler la maille extensible, tout ce qui est fluide, toutes les matières qui font peur, la soie, au début la viscose peut-être, ça peut faire un peu peur, la dentelle, toutes les matières les plus fines et les plus délicates, c'est des matières que j'adore et qui souvent malheureusement sont assez onéreuses quand on veut de la qualité, et donc quand je voyage, je recherche toujours la matière, soit que je vais pas trouver en France, soit que je vais pas trouver en France au même prix. Et notamment au Vietnam, récemment, je suis partie en voyage de noces. C'était vraiment super, notamment au niveau du tissu. C'est juste un bonheur des yeux de voir toute cette variété de motifs qu'il peut y avoir dans les différents marchés. Je n'ai pas fait encore mon guide du Vietnam, mais j'ai acheté là-bas des soies qui étaient vraiment, mais sublimes, à 28 $ le mètre. Donc c'est un prix que je trouve vraiment très peu cher, sachant qu'en France, ce genre de soie serait plutôt dans les 60 € le mètre. Donc je me suis fait plaisir là-dessus. Il y a eu des marchés où j'ai rien acheté, non pas parce que c'était pas joli, mais parce que c'est des choses que je peux avoir en France, alors peut-être pas pour le même prix, mais le but non plus, c'est pas d'avoir une mercerie à la maison. J'ai déjà souffert d'avoir trop de choses à la maison et j'ai fait un énorme vide. Je me suis beaucoup,
remise en question sur le fait, de consommer le tissu comme on consomme la mode finalement, de pas tomber dans dans ce travers de la fast fashion du tissu. Donc, il y a beaucoup de tissus aussi qui est laissé là-bas. Mais par contre, j'ai craqué aussi sur une matière qu'on trouve difficilement en France, c'est le tissu plissé. Alors c'est mieux parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en a eu il y a par exemple 5 ans sur le marché, en France. Mais par exemple en France, je n'ai jamais vu de mercerie où on peut acheter le tissu brut, par exemple une viscose et sa version plissée. Et moi j'adore les mélanges, par exemple j'ai une robe, The Couple où je m'étais dit: «Celle-là je l'achète en commerce parce que je pourrais jamais trouver du tissu pour, réaliser cette espèce de corsage en tissu brut et la jupe en plissé. Mais maintenant, c'est chose faite, je vais pouvoir faire ce genre de robe. Donc, voilà, c'est le genre de matière que j'aime bien avoir. Je réfléchis et quand j'étais aux États-Unis, là, c'était plus au niveau de la mercerie que j'ai ramené des choses parce qu'ils ont plein de petites choses qui étaient pas forcément en France à l'époque, en 2015. Depuis, ça s'est démocratisé, donc, c'est arrivé. Mais par exemple, les cutters rotatifs, j'en ai acheté un Singer là-bas qui est vraiment super. Au niveau de la prise en main, il est hyper agréable, à manier, beaucoup plus que d'autres que j'ai essayé en France. J'en ai acheté plusieurs et je trouve que celui-là, ça reste vraiment le meilleur et j'avais acheté aussi un mini fer à repasser, mais quand je dis mini, c'est qu'il doit pas faire plus de 2-3 centimètres. Le fer à repasser, c'est vraiment pour, faire ressortir les angles, par exemple. J'ai vu que tu avais fait un réel sur comment bien faire ressortir ses angles. Bah, ça, ce petit fer à repasser peut aussi aider, à aplatir la couture ensuite. Et c'est tous ces petits outils aussi que j'aime bien trouver. Ce côté un petit peu, si tu l'achètes pas maintenant, tu ne l'achèteras pas, puisque tu n'auras pas l'opportunité de l'acheter plus tard. Oui, tu essaies de saisir, les occasions quand elles viennent, que ce soit pour les tissus ou la mercerie, tout en réfléchissant aussi à ton mode de consommation. Exactement. Pour moi, c'est très important de faire attention à ce qu'on consomme. Et c'est même pas qu'une conscience écologique, parce que je dirais pas que je suis plus écolo que ça. C'est juste une question de bon sens. Ça sert à rien d'acheter plus de tissus que tu ne pourras jamais en coudre, même si c'est très tentant et que je ne juge absolument pas les personnes qui se mettent à la couture et qui tombent là-dedans puisque c'est la première chose que j'ai faite, j'ai plongé. J'avais 19 ans, j'ai plongé dans l'addiction, à l'achat, mais justement, c'est parce que je sais que j'ai eu cet achat compulsif qu'aujourd'hui je fais hyper attention à ne pas retomber là-dedans parce qu'à terme, c'est très oppressant et quand ça devient une dépendance, ça devient pesant, voire problématique. Oui, au début, c'est très facile de tomber là-dedans. Tu as parlé tout à l'heure d'un projet d'une robe, donc en tissu brut et plissé, donc mixer les 2. Est-ce que tu as un projet couture ou une création dont tu es particulièrement fière et que tu aimerais partager avec les auditeurs? Une pièce de couture préférée que tu as créée jusqu'à présent et pourquoi? Bon, ma pièce préférée, bien sûr, ça reste ma robe de mariée, ça c'est incontestable et plus particulièrement le voile de mariée, puisque j'ai appliqué 12 mètres de dentelle à la main, vraiment. Donc ça m'a pris énormément de temps et ce que j'ai aimé dans cette création en particulier, c'est qu'en soi, il y avait très peu de matériel requis. Il y avait du tulle, de la dentelle de Chantilly ou je sais plus le type de dentelle et un fil et une aiguille et des petits ciseaux et j'ai vraiment aimé cette création parce que ça fait partie de mes plus belles créations avec le moins de machines, le moins de choses qui interfèrent entre le créateur et la création. Comment tu envisages l'évolution de Cécile DIY? Je sais pas exactement comment va évoluer Ceci DIY, mais je sais comment Ceci DIY ne va pas évoluer. Du coup, je vais peut-être commencer par répondre à ça pour, apporter quelques éléments de réponse. La manière dont ça ne va pas évoluer, c'est que Cécile DIY, ce n'est pas moi et ça ne le sera jamais. C'est-à-dire que je vais essayer toujours de mettre beaucoup de distance entre mon entreprise et moi-même, même si elle porte mon nom. Et ça va rester tel quel. Je ne vais pas exister à travers ça. Je vais aussi exister à travers, justement ma passion, pour la musique, pour la littérature, pour les promenades, pour, la photo, pour la vidéo, pour toutes ces choses, qui m'animent, au quotidien, pour ma vie de famille aussi. La façon dont ça pourrait évoluer, c'est que peut-être sur le long terme, je vais finir par trouver un associé. Ça serait super chouette. Je pourrais aussi éventuellement songer à, déléguer certaines parties au Vietnam. Ça, c'est un projet. Je suis en train d'apprendre le vietnamien en ce moment pour justement maîtriser la langue. Pour moi, ce serait vraiment intéressant de donner une dimension internationale à Ceci DIY, peut-être par la création d'une chaîne YouTube en anglais. J'ai toujours, cette envie de faire du lifestyle couture
et notamment un peu du French lifestyle ou du Parisian lifestyle, de l'expliquer en anglais à travers la couture en anglais. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Donc ouais, l'idée ce serait soit de trouver un associé ou une associée et que ça devienne une réelle entreprise avec une forme juridique, je sais pas, telle qu'une SAS ou, une SARL. Soit, si je reste seule, dans ce cas-là, pourquoi pas faire une activité mixte avec, musique et couture. J'ai jamais été très conventionnelle, ça me dérange pas de pas vivre que de Cécile DIY, ce qui est le cas d'ailleurs actuellement, je ne vis pas que de Cécile DIY. Ça m'intéresse aussi d'animer, par exemple, des messes de mariage ou des messes de funérailles. Je sais que c'est très bizarre pour les messes de funérailles, mais ça permet de donner un hommage et pour en avoir animé, par expérience, je sais que ça touche beaucoup les gens. Donc c'est aussi quelque chose, que je peux faire à l'avenir. En fait, j'aime pas me cantonner à une chose et donc voilà, je peux te donner des éléments de réponse, mais pas t'affirmer avec certitude ce que sera Cécile DIY dans 10 ans. Pour moi, le plus important, c'est pas le succès de Cécile DIY, c'est vraiment la liberté que j'ai. C'est une liberté à laquelle j'ai goûté, fin 2019 quand j'ai lancé ma boîte et à laquelle je ne renoncerai, mais pour rien au monde, vraiment. Tu es décidément pleine de surprises, Cécile. En tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution de Cécile DIY, peu importe l'orientation que tu lui donneras. Ça donne envie déjà d'en savoir plus. Cécile, quel message aimerais-tu transmettre à la communauté des couturiers et des passionnés de la couture? Éclatez-vous, sortez des codes. Vous avez la chance d'être dans un domaine où il y a personne qui pourra entraver votre liberté de créer. On sait que le vêtement, c'est quelque chose qui peut dire beaucoup sur une personnalité. C'est un moyen d'expression aussi, la couture. Donc exprimez-vous, laissez-vous guider par vos envies, ne vous conformez pas, ce serait vraiment dommage dans un domaine aussi cool que la couture. Et voilà, montrez vos créations, partagez-les. Et pour finir, Cécile, où est-ce qu'on peut échanger avec toi, te contacter ou même acheter un de tes articles? Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'utilise principalement Instagram et c'est là que je suis, je crois, aujourd'hui la plus active. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, toujours sous le nom de Cécile DIY, pareil sur TikTok, sur Pinterest. Et puis vous pourrez aussi me retrouver sur mon site cécilediy.com. C'est là que je forme mes patrons de couture avec, le site du coup que j'ai pu créer grâce à mes expériences précédentes. Donc voilà, mais déjà Instagram, c'est là où je suis la plus accessible. Eh bien, merci Cécile d'avoir été l'invitée de mon émission Dans la coulisse 2. Je te dis à très vite. Bah, merci à toi Mireille, c'était un super bon moment et bah, je te souhaite le meilleur pour ton podcast et j'ai hâte de découvrir les épisodes. Retrouvez les patrons Cécile DIY, DIY, sur www.cécilediy.com. Ces vidéos et tutos couture YouTube sur le compte Cécile espace DIY, enfin sur Instagram et TikTok avec le pseudo Cécile DIY, tout attaché. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!